Bonjour. Bonjour Renaud. Bonjour Renaud de Belfond, même. Je ne sais plus comment te présenter. Eh bien, j'attends alors. Eh ben attends, je réfléchis, je reste là sur ces belles allées maintenant à profiter, à humer le vent, l'air. Par une soirée fraîche, mais ensoleillée. Ouais, c'est ça. Là, avril ne te découvre pas d'un fil. Voilà. Donc Renaud, à une époque, j'aurais dit président du salon du livre pyrénéen. Mais c'est plus le cas. Non, c'est plus le cas. J'aurais dit président de FNE 65, mais c'est plus le cas non plus. Ce n'est plus le cas. Mais je suis toujours impliqué dans tout ça. D'accord. Largement. Enfin, et effectivement, on peut faire le lien entre les deux activités. Entre le livre, l'environnement, la nature, la culture, ça peut jouer. Ouais. Ça peut partir. Il y en a un. Il y en a un. Et dis-moi, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Bah justement, peut-être pour parler environnement et culture, et peut-être patrimoine. Parce qu'on est quand même sur des allées qui sont parmi les plus longues allées de France de ce style, Ouais. qui ont été mises en place sous l'Ancien Régime. Et donc, ce sont des allées qui sont classées. Et on s'était dit qu'on pouvait parler peut-être patrimoine, utilisation du patrimoine, quelle est son actualité, avec en fonction préservation, avec effectivement ce projet qui a peut-être aussi des implications culturelles, qui était de mettre une antenne pour que les gens aient du téléphone encore plus qu'ils n'en ont. Et toujours plus de connexion pour aller plus vite voir le film du soir ou je sais pas quoi, télécharger quelle série ou quelle autre chose, comme si en meilleure qualité et plus rapidement. Je suis pas sûr que ce soit d'une grande utilité. Voilà. Ouais, tout dépend de l'usage, effectivement, mais... Voilà. Donc ouais, peut-être que ces allées qui sont belles, il faut quand même le reconnaître, sont d'abord effectivement utilisées par les gens de Bagnères, je pense, ou les gens de Bagnères et de la vallée plus largement, qui viennent se promener. C'est un patrimoine qui est toujours vivant quelque part, qui est toujours utilisé, et je pense que c'est ça qui est important aussi. C'est pas quand on dit qu'on veut protéger ces allées, c'est pas protéger quelque chose qui n'a pas d'utilisation, qui vit plus, quoi. C'est quelque chose qui vit complètement au présent pour tout le monde. Là. Et oui, dans les idées qu'on a, on se dit que là, il y a une coupure dans les allées. Et que, voilà, dans une période où on nous coupe beaucoup d'arbres dans le coin, remettre des arbres pourrait être un projet intéressant. Et pour faire effectivement un contrepoids à ce projet d'antenne qui s'installait là, sans tenir compte au fond du lieu, du patrimoine. Donc peut-être que les techniques modernes, le développement de toutes ces technologies de la communication se font sans qu'on réfléchisse aux Amish que nous sommes. Aux amis. Aux Amish que nous sommes. Mais c'est vrai que ça paraît étonnant quand même quand on regarde effectivement, enfin on imagine une antenne très haute là. Ouais, à peu près aussi haute que les arbres, voire peut-être plus haute. Ouais. À peu près. Et voilà, c'est vrai que c'est un site. Tu viens le dimanche matin, mais quand moi je suis monté là, je suis venu à vélo, il y a des voitures garées, il y a des gens qui se promènent, on en a vu passer. Donc c'est vraiment un site qui est utilisé. Ouais, donc effectivement. Et après c'est vrai que si on le réfléchit d'un point de vue patrimoine, et du coup culturel et environnemental plutôt que naturel, parce que c'est quand même assez construit. Et on est vraiment sur un territoire un espace qui est à la limite de la campagne, de la ville thermale, qui est le parc thermal, qui n'est pas complètement la campagne, qui est déjà quelque chose d'un peu construit, mais qui est quand même aussi très, très rural, parce que c'est des prés, voilà. Donc effectivement, c'est ça, et on sait qu'on peut faire tout le tour. C'est quelque chose qui permettrait de développer beaucoup de choses, quoi. Sur des projets qui, j'ai envie de dire, qui inscrivent la culture dans le territoire au quotidien, quoi. Ouais. En plus, là, il y a un verre sur les arbres, là-bas, les feuilles. Là, Ils commencent à mettre les feuilles. Période. C'est superbe. Ouais. C'est vrai que c'est magnifique.
À part les Cette entrée pylônes. dans la montagne, là, on est sorti de la ville. Ouais. Ben voilà, on a des gens qui Voilà. arrivent. Quand on disait qu'il y avait des gens qui se promenaient, Ouais. qui utilisaient ces allées, mais sans réfléchir que finalement, ils viennent là parce que c'est agréable, parce que c'est ça qu'il y a de bien hein, dans le côté culturel aussi, et patrimonial. Ils viennent là parce que c'est bien, que c'est beau et que ça permet beaucoup de choses. Ouais. Et si on sort les arbres, si on coupe tout, si on met des... Il y en aura encore un, mais ce sera plus pareil, quoi. Oui, c'est vrai, quand on monte, là, quand je suis arrivé, sur toute la... On va les laisser passer. Bonjour. 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 On dirait même... c'est quoi? C'est le... Non, c'est pas un lycée, ils sont en vacances. Ah bah oui, j'allais... Mais ça va être un club. Ouais. Ouais, non, c'est un bel endroit, effectivement, il y a plein de gens aussi oui, qui viennent faire leur footing ici, ils font tout le tour à Les Maintenons et Vallon de Salut, Complètement. une belle boucle. Oui, ce que je disais, c'est qu'effectivement, dès qu'on arrive sur les allées Maintenons, surtout... bonjour. Bonjour. Dès qu'on est un peu plus bas là-bas, on a vraiment les arbres qui sont là, c'est comme une... Ça me fait toujours penser à ces nefs de cathédrale. Complètement, il y a Certaine vraiment ce manière. côté qui se referme au-dessus de toi et il y a de belles perspectives pour le moment. Ouais. 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 Après, ça permet aussi de réfléchir sur ce qu'est un paysage, ce qui se passe à travers un paysage, parce que ouais, c'est vrai que là, je suis sur dossier donc pour France Nature Environnement. Je suis sur le dossier du tour du lac d'Oredon. Ouais. Et le lac d'Oredon, bon, c'est un espace qui est quand même très aménagé à l'origine. C'est vers où le lac d'Oredon, c'est en Vallée d'Or, au-dessus de... Voilà, c'est le lac qui permet, qui est réservoir pour le canal de la Neste et pour beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai que bon, donc il y a un barrage, mais quand tu arrives, tu as en face de toi, donc sur la rive gauche du lac, tu as en face de toi un endroit où il n'y a rien. Il y a une petite falaise, il y a des arbres et tout ça. Et quand tu vois ce paysage, enfin, moi ça m'est déjà arrivé de le penser, tu penses que de suite c'est de la nature sauvage là. Mm. Donc derrière tu peux t'imaginer qu'il y a des animaux. Enfin du coup le paysage il se peuple de présences invisibles. Et il prend une autre... Si demain on y fait un chemin qui fait le tour, ce qu'on va voir en arrivant, c'est des gens qui passent avec leur veste rouge, rose fluo, vert bonbon, enfin, des choses comme ça que décrit. Et du coup cette présence du sauvage, elle va s'éloigner quoi. Et donc c'est tout un rapport aussi le paysage à la culture quoi. Ouais, le regard qu'on pose. Le regard dessus, qu'on pose et tout ce qu'on ne voit pas dans un paysage et qui pourtant le construit. Là, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'on voit du coup? On l'a dit, on a les montagnes entre guillemets, presque qui commencent, pas entre guillemets, les montagnes qui commencent vraiment là, sur la droite. On a les villages, j'ai toujours adoré cette vue qu'on a entre Gerd et Asté avec la plaine agricole qu'on voit encore Qu'on voit à encore. peu près à cet endroit-là. Là, c'est une autre forme de culture du coup. La culture du sol. Ouais, mais c'est pareil, c'est tous les rapports qu'on peut avoir avec la culture, l'agriculture, le sauvage sont beaucoup moins, opposés qu'on ne l'imagine. C'est plutôt certaines formes d'agriculture qui posent problème, quoi, et qui sont qu'on a là, qui sont beaucoup plus dérangeantes pour le milieu, qui ne favorisent pas de la biodiversité, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est peut-être des changements profonds qu'on doit avoir dans nos pensées, dans nos manières de faire et d'être, pour arriver à avoir à la fois des cultures, des agricultures qui permettent le développement les dynamiques de la biodiversité et des terrains autour, et qui se nourrissent aussi des dimensions sauvages qu'il y a autour, quoi. Ouais. Bah, finalement, c'est ça que ça pose, que la question, une antenne ici, qui fait partie d'une certaine manière de notre culture moderne aussi, c'est-à-dire ce besoin, ce possible besoin d'aller de plus en plus vite sur les réseaux,
au niveau des téléphones, de la téléphonie, tout ça. Et effectivement, ce qu'on entretient comme rapport. Autant aussi. Autant, un rapport effectivement à ce qui nous entoure, comment est-ce qu'on peut ne pas négliger qu'on est là, nous, en tant qu'être humain établi à cet endroit-là, et comment on laisse intact, entre guillemets, le rêve de plus haut, le rêve d'un peu plus loin, là, comme tu dis, de sauvage un peu. Et comment on peut l'avoir des fois porté de main pour le rêver? Ouais. Parce qu'au fond, c'est pas toujours le fait de voir le sauvage ou l'animal sauvage qui crée sa présence, c'est le fait de penser qu'il est là aussi. Et ça, c'est pas assez mis en valeur et c'est beaucoup oublié. Et toujours vouloir amener les gens sur à voir et tout ça, c'est un peu oublié qu'on construit aussi avec l'imaginaire. C'est quand même un beau travail imaginaire de penser ça. Ouais. De se dire. Mais après, c'est des expériences que j'ai vécues. Sachant que dans certaines zones, il peut y avoir de l'ours, et où j'étais allé avant, quand j'y vais aujourd'hui, même si je ne l'ai jamais vu. Oui. Le même paysage n'a pas les mêmes présences. Il est différent. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste comme animal sauvage? Qu'est-ce que c'est qu'un animal sauvage? Ouais, parce que c'est au Moyen-Âge, l'animal domestique, semble-t-il, c'était l'animal qui vivait près de la maison ou à proximité, quelle que soit sa nature, qu'il soit apprivoisé ou non. C'était l'animal qui avait un rapport immédiat avec la maison. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on entend par animal sauvage quand on pense aux renards, aux cerfs, parce que les cerfs aussi, mais particulièrement aux renards qui vivent quand même très proches des humains, puisque c'est quand même des animaux qui aiment bien les poules parfois. Et il y a un rapport étroit avec le domestique pour cet animal sauvage. Mais les cerfs aussi, qui viennent dans les jardins et qui taillent les poireaux dans les jardins, je parle d'expérience. Hein. Il y en avait eu un cerf il n'y a pas très longtemps qui s'était retrouvé en plein milieu urbain à Bagnères, en plein, je sais plus quand, il n'y a pas très longtemps, dans un jardin, c'était complètement improbable, quoi. Ben moi j'ai vu justement par rapport au projet qu'il y avait de Bel Eden, puisqu'on est avec l'environnement et tout ça. Et quand on disait que c'était, en s'opposant au projet, on disait que c'était un corridor écologique. Moi j'ai vu une maison en dessous depuis chez des copains, j'ai vu les biches à côté. Oui. Donc effectivement, elles y passaient. Oui. Donc effectivement, on a cette relation sauvage qui est beaucoup plus inscrite. On n'a pas eu besoin d'attendre, si on était un peu logique, d'attendre le confinement pour voir que le sauvage, il était des fois très proche de nous. Ouais. Et ça serait bien de pouvoir conserver ça, de penser à ça dans la construction d'une ville, dans les aménagements qu'on continue à faire sur nos villes. On a quand même une tendance à vouloir boucher tous les trous, toutes les friches, plus ou moins industrielles ou pas. À empêcher, ou aussi quand on voit sur les projets d'urbanisation, quand on pense qu'on ne réfléchit même plus aux clôtures pour savoir si les animaux vont pouvoir passer, comment on fait les circulations. Il y en a quand même beaucoup de choses qu'on pourrait faire bouger et qui sont aussi qui nous permettent de changer peut-être notre rapport à la nature, de ne plus avoir cette rupture entre la nature et la société ou nature et culture et de voir que ces choses sont beaucoup plus interdépendantes. C'est ça. Il faut passer, comme tu dis, interdépendant. Cette question de ne pas forcément boucher ce qu'on considère à tort comme des vides. C'est-à-dire effectivement ce que tu as dit, les friches, tout ça. Vides à remplir, mais même finalement les terres agricoles ont été longtemps aussi considérées comme des vides, comme des zones à bâtir, alors qu'en fait, et de plus en plus aujourd'hui, heureusement on le voit dans les documents d'urbanisme qui se font, on a quand même une tendance qui amène à réduire les zones constructibles. Tout doucement, hein. Tout doucement. Il faut batailler. Tout doucement. Mais je crois encore là, ce qui manque encore, c'est-à-dire que c'est pas simplement de réduire une zone à bâtir ou d'empêcher ces zones considérées comme vides, c'est de changer de logiciel, quoi. C'est de changer de logiciel, on est en interface avec. Et c'est vrai que là, je trouve ces allées-là, par exemple,
Comme on le voit, on est vraiment, on est sorti de la ville. Et il y a encore la voiture, par exemple, qui nous montre qu'on est juste à côté de la ville, là, qui, bon, c'est pas forcément, mais voilà. Il y a encore de l'habitat. Il y a encore de l'habitat. Et si on continue un peu, très rapidement, voilà. Mais on rentre de plus en plus plus vite dans le sauvage. Dans le sauvage, finalement. Enfin, dans le sauvage ou dans... Oui, voilà. On va appeler ça le sauvage, c'est plus simple. Ouais. Et je trouve ça très... c'est très particulier comme image, toujours cette image de l'antenne qui... de n'importe où, en fait, de chez soi, avec son téléphone, avec son internet, tout ça, on reste chez soi ou quoi que ce soit et on ne va pas forcément marcher et voir quel est l'impact de nos pratiques. Et effectivement, voir qu'il y a un moment... Alors oui, on pourra regarder des documentaires extraordinaires sur la nature. Sur les natures exotiques voilà. Qui vont nous faire rêver et on ne regarde pas ce qu'on a et on ne regarde pas ce qu'on a pris chez soi, voilà. On ne le vit pas, on le les change pas, on le laisse à distance. Ouais, nos pratiques ont un alors impact. qu'on a beaucoup de choses à côté et que ça peut être super. Premières orchis qui sortent. Petite violette là-bas, haute. Il faut m'expliquer parce que... Ou frise, je sais jamais, mais c'est pas grave. Je suis pas naturaliste. Ce n'est pas ça. Oui, ça peut être des tout petits détails. Une petite fleur. Mais c'est... Ah non, j'ai cru que c'était plein d'eau, mais c'est la fumée en bas. Ah, cette fumée, ça fait plusieurs jours que je la vois, depuis partout. Qui part sur toute la vallée, qui s'étend partout. Et voilà, on pense pas que... Ouais, ça fait plein de choses, hein, ça pue, ça... ouais. Pourquoi peut se permettre. C'est très impressionnant, là c'est pas impressionnant, mais c'est très impressionnant vu de l'autre côté. Ouais. C'est avec ces jours où il y a le vent. Tu la vois partir de là, donc ça c'est pratiquement la sortie de Gerde, enfin on est au niveau du camping de la Dour, la Gerde, je sais pas comment il s'appelle. Et tu vois la fumée qui part mais qui arrive jusqu'à Asté, quoi. Qui court tout le long. Et là aussi c'est, je peux dire... Est-ce qu'on pense quand on fait des feux comme ça à nos voisins, quelle est la culture qu'on crée entre nous, quelle est la relation qu'on a entre nous? Et effectivement, vu de loin, là, parce que notamment à la terrasse de chez mes parents, hier, c'était assez impressionnant. Et puis on se disait, ça faisait un gros panache qui partait, mais ça fait 2-3 jours que je la vois. Donc oui, il y aurait peut-être à réfléchir aussi sur toutes les relations qu'on peut avoir quand on habite dans un lieu et comment on crée ces relations. Oui, parce qu'on a l'interdépendance avec la nature. Ouais. Enfin, l'interdépendance, oui, puis les relations qu'on entretient, les interfaces, et puis aussi effectivement entre nous, quoi. Ouais. Son propre voisin, quoi. Complètement. Là, on s'est inversé. Non, ça intoxique pas mal. Enfin, il semblerait, hein, je veux pas, mais il me semblerait que la fumée comme ça ne soit pas forcément très bonne pour le corps. Je veux pas me mouiller trop, mais... Bah, théoriquement, ouais, non, c'est pas terrible hein, de respirer des fumées ou des choses comme ça. Il y en a une autre là. Et voilà. Mais bon, après, c'est pas ce qui est le plus... Voilà, du coup, ça pourrait nous amener sur... Puisqu'on est juste au pied d'endroits où on a les... Ça m'y fait penser, là, en voyant les pentes au-dessus. Ouais. Où il y a régulièrement ce qu'on appelle des écobuages à tort. À tort? À tort, oui, parce que c'est des feux pastoraux en général. Un écobuage, c'est une technique qui permet de cramer la végétation en place. D'ailleurs, après, on transmet l'écobu qui est un outil pour retourner la terre et qui permet de cultiver derrière.
Là, on va rien cultiver. Là, donc, c'est plutôt pastoral. Et c'est plus pour faire packager les troupeaux. Ben, on voit bien que depuis quelque temps, sur le territoire et ailleurs, ça pose des soucis. S'il y a de plus en plus de gens, bon, c'est une pratique qu'on dit ancestrale, ça serait quand même beaucoup à discuter, ça se faisait, mais ça ne se faisait pas comme ça, puisque c'était quand même lié à une présence de troupeaux qui étaient suivis, de packages qui étaient suivis. On n'écobue pas tous les ans, enfin on ne fait pas un feu pastoral tous les ans ou tous les 2 ans, il faudrait attendre 5 à 7 ans. D'accord. Et donc on voit bien qu'on est là face à des manières de faire qui sont une réponse assez inadéquate aux problèmes qu'on a de changement de nature des terrains, qui, bon, on va dire sans friche, prennent une autre dimension. On veut continuer à les garder de manière agricole, mais effectivement, peut-être qu'ils ne peuvent plus être agricoles et qu'il faut partir à une autre relation avec eux, au moins pour une partie d'entre eux, ou pour une partie de l'espace qu'ils ont. Donc effectivement, il y a sûrement beaucoup à changer, à réfléchir à ça, et à les cramer comme ça se fait. On comprend que les gens, parce que d'abord, effectivement, c'est des pollutions de particules fines assez importantes, qui viennent se rajouter, ce qu'on oublie toujours de dire dans ces cas-là, que ce soit sur les feux, des cheminées, du chauffage ou tout ça en hiver. On oublie de dire que c'est des pollutions de particules fines qui viennent aussi se rajouter à toutes nos pollutions de voitures, de choses comme ça, qui sont déjà là quotidiennement et qui n'existaient pas avant. Donc ces mêmes pollutions de particules fines avant étaient peut-être moins importantes, moins gênantes. Tandis qu'aujourd'hui, elles sont devenues, parce qu'on a cette culture de la voiture, parce qu'on a tout ça, où effectivement, on en va peut-être beaucoup critiquer les feux pastoraux, à juste titre quelque part, mais en oubliant que peut-être sur un week-end dans les Pyrénées, sur un week-end de tourisme ski, on fait des taux de pollution qui peuvent peut-être être au moins aussi importants. J'en sais rien. Mais c'est la question qui pourrait se poser. Oui, ça se questionne, oui, les moments. Voilà, oui, en tout cas, ça vient se rajouter à ça, quoi. C'est des choses qui s'additionnent. Ouais. Oui, effectivement, oui, ça se. Ah oui, parce que sans la voiture, ici, concrètement, je dirais pas qu'on est mort, c'est pas tout à fait le cas, mais c'est plus compliqué pour beaucoup de gens. Donc c'est vrai que ça existe, mais qu'il faut se poser cette question-là. Ouais, là, moi, je pense que sans la voiture ici, puisqu'on va on s'aperçoit par rapport à moi, mais il y a 10 ou 15 ans, il y a beaucoup de changements. Quand on se promène dans Bagnères, Bagnères, dans la vallée et ailleurs, on voit de plus en plus de gens à vélo, qui circulent à vélo, et il y a effectivement un changement de rapport qui est en train de se faire avec la mobilité, avec les moyens qu'on a pour se bouger. Et je pense qu'effectivement, on aurait peut-être à travailler ça, à le faciliter, à l'accentuer, mais il y a un vrai changement. Enfin, on n'en est pas revenu, loin de là, à ce qu'on pouvait voir si on prend des vieilles photos de sortie des usines Soulet ou des usines Comète, autrefois, qu'on peut trouver là. On avait effectivement des sorties avec beaucoup de vélos, on n'en est pas là, mais on se rend bien compte qu'il y a une nouvelle population qui vient irriguer le territoire et qu'il y a des pratiques comme ça. Alors, quand je dis nouvelle population, je peux même m'y mettre dedans. Donc je dis que ce n'est pas nécessairement lié à une origine de naissance ou d'habitat avant, mais je veux dire, il y a effectivement des choses qui bougent. Et on ne sent pas les pouvoirs publics en général, élus, enfin toutes les structures qui existent, vraiment suivre ce mouvement dont on sait en plus qu'il est quand même un mouvement des dimensions qui se pose au niveau national et même plus de changement de rapport à l'espace, à la mobilité et tout ça. Ouais. Et c'est vrai que, oui, je pense qu'on a de quoi faire. Et faire changer... le vélo, mais il est partagé par plein de gens. Moi, je voyais dans les différentes études qu'on a fait ici, qu'on soit... que ce soit du loisir, que ce soit du quotidien, que ce soit juste pour le travail, que ce soit pour plein de choses, en fait, le vélo est utilisé par plein de gens, et beaucoup plus, en fait, que ce qu'on pense. Et nous, quand on avait fait ces études-là, on voyait qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui se disaient effectivement un peu réticents à l'usage du vélo, parfois en famille, tout ça, à cause, en fait, de la sécurité sur les routes, en fait, sur le fait qu'il n'y ait pas tellement d'aménagements qui soient mis en place pour que n'importe qui puisse se sentir en sécurité, même ceux, alors il y a ceux qui ont l'habitude de faire du vélo, ils savent comment se positionner, ils savent faire tout ça, et ceux qui ont moins l'habitude, c'est plus compliqué, parce qu'effectivement la voiture elle est un peu... elle fait peur quoi,
c'est pas rien, quoi, une voiture. Donc, Il n'y a pas que les vélos, il y a les grands oubliés dans cette histoire. Ce sont ceux qu'on est là, les piétons. les piétons, ouais. Ce qu'on est tous à un moment donné, piétons. On est tous à un moment donné piétons. Même le mec qui utilise la voiture le plus, qui veut que la voiture, ou la nana, il sera piéton, enfin ouais, elle sera piéton à un moment donné. Parce qu'il faut bien aller au moins de l'endroit où tu t'es garé, au magasin où tu vas acheter ta cigarette ou je sais pas quoi. Oui. Donc tu es toujours à un moment piéton. Et ça, on l'oublie. Et c'est les premiers oubliés, je trouve, dans toute cette histoire, souvent, les piétons. Ouais. Et on devrait beaucoup repartir des piétons. Il faut faire l'expérience de marcher entre Asté, enfin, ou le pont d'Asté, ou comme ça, ou même de moins loin, jusqu'au pont de Gerd à pied, au bord de la Nationale, parce que tu te retrouves là, coincé une fois, tu marches. Ouais. C'est une horreur. Il n'y a rien de prévu. Ah oui, on ne peut pas marcher, tu as l'impression que tu vas te faire écraser toutes les 3 secondes, ou quasiment. Ouais. Concrètement, c'est ça. Ouais. Je partage le truc. Effectivement, quoi. Donc effectivement, et alors que piétons, on l'est tous quelque part, à un moment donné. Et puis ça revient, tu vois, tu parles du piéton, du vélo. Quand je parlais du vélo, je pensais au fait que moi, les premières fois, quand je suis arrivé ici, et que bon, j'ai toujours fait du vélo depuis que je suis gamin, parce que c'est comme ça, j'aime bien le vélo, et que je me suis retrouvé à faire ici, je me suis dit, waouh, c'est quand même chouette, quoi. Toutes les odeurs, tout ce qu'on sent au fur et à mesure, les saisons qu'on traverse à vélo, dehors, tout ça, et on sent vachement plus. Quand on est piéton, c'est pareil. On l'a pas forcément en voiture, mais du coup il y a un rapport à ce qui nous entoure qui est complètement différent et le temps qu'on prend aussi pour aller d'un point A à un point B et en fonction en fait de comment quel est le mode de déplacement qu'on a, d'autant plus quand on est piéton où là vraiment on prend ce temps-là de voir, d'observer, de regarder. C'est souvent à pied que je remarque beaucoup quelques changements qu'il peut y avoir au niveau des maisons, au niveau des chemins, des modifications qu'il peut y avoir, des choses belles, des choses moins belles parfois. Ah ben c'est sûr qu'être piéton, c'est quand même s'ouvrir à beaucoup d'espace. Et au fond, l'espace, c'est pas une distance, c'est plutôt un temps toujours. C'est le temps que tu vas mettre à aller d'un point à un autre. Et cet espace, il va changer en suivant le mode de locomotion que tu vas avoir. Donc oui, quand tu es piéton, effectivement, mais même en ville, c'est là que tu remarques les changements, les choses que tu ne vois pas en voiture. D'abord parce qu'en voiture, tu dois faire attention de ne pas écraser les piétons. Et oui. Et puis piéton, tu peux... Tiens, là, il y a ce pissenlit, il me plaît, tu peux t'arrêter, regarder ce pissenlit, quoi. Ouais. T'as pas de contraintes pour tes arrêts, des choses comme ça. Mais même vélo, c'est pas le même rapport. C'est pas du tout le même rapport à vélo. Non. Et c'est vrai, et même, on est sur des endroits où effectivement les gens peuvent venir en courant et tout ça, mais même courir dans un espace naturel et y marcher et y aller avec, en plus, des fois avec des objectifs différents, ça crée des rapports à l'espace qui sont complètement différents. Et c'est clair que quelqu'un qui fait du trail ou des choses comme ça, qui court, il ne faut pas qu'il dise qu'il s'intéresse à l'espace autour. Ça devient plus qu'un... Le terrain devient d'abord un terrain de loisirs, un terrain de sport, un stade naturel. Oui. Un stade. Il s'y intéresse d'une certaine manière pour la difficulté, par exemple, que ça peut donner, c'est-à-dire le dénivelé. Je pense que quand même, quand il se retrouve à courir en haut sur le pic et que t'es autour là et puis waouh, tu dois avoir un petit côté un peu. Mais après, je sais pas trop. Mais je pense qu'il y a quand même un truc. Mais je crois que c'est effectivement, il y a un côté. Là, on est dans la bande utilise la nature comme outil de performance presque. Enfin voilà, ça devient un truc. Si on repart sur ce qu'écrivait, mais c'est vieux, Leslie Stephen, dans son livre en 1875, si je me souviens bien, c'est le terrain de jeu de l'Europe, la montagne. Ouais. C'est quand même quelque chose qu'il a écrit il y a longtemps. L'idée de terrain de jeu, que la montagne pour les alpinistes soit le terrain de jeu, c'est déjà vieux. Voilà. Et c'est pas un anti-alpiniste qui l'a écrit, c'est un alpiniste, il trouvait ça bien. Et effectivement, ce rapport qu'on peut avoir à l'activité sportive, à l'activité de loisir, dans des espaces quels qu'ils soient, effectivement, crée un rapport particulier à l'espace et nous éloigne des bruits des oiseaux, des choses comme ça, des bruits des chants des oiseaux, mais des bruits des fois aussi, parce qu'il n'y a pas que des chants chez les oiseaux, et des autres bruits de la nature et tout. Et il n'y en a pas le même rapport, c'est clair. Là, on les entend, les oiseaux. Ouais, il y a un truc, quoi. Tu lèves la tête, tu vois.
Et c'est vrai que même... Moi, je me souviens, j'ai cette image, on descendait avec un copain sur une piste en Espagne. Et on a croisé quelqu'un qui courait et qui avait ses écouteurs. Mais qui était en courant pour monter. Mais en même temps, à l'endroit où on était, on entendait le torrent en bas et tout ça. Il ne peut pas, il n'a plus ce rapport à l'espace. Parce que le rapport à l'espace, c'est pas que de la vue, c'est des sons, c'est des odeurs, c'est des tas de choses comme ça. Et un paysage, il est construit de tout ça. Il est construit de sons, d'odeurs. Ce que les gens oublient. Pour revenir au lac d'Oredon tout à l'heure, effectivement, on te dit, ouais, mais le paysage, on ne va pas beaucoup le bouger. Mais si, parce qu'effectivement, vous allez rajouter des cris, vous allez rajouter des choses. Et ce paysage qu'on avait là, ce petit truc, parce que c'est tout un petit détail, hein, mais vous allez le transformer complètement en l'aménageant. Non seulement parce que je vais peut-être, moi, voir la petite passerelle que vous avez mise sur un ruisseau, mais surtout, il va y avoir des bruits. Pourquoi pas des odeurs, pourquoi... Voilà, et tout le paysage, il y a tout faire. Il y a maintenant, il y a plein de gens qui travaillent sur le paysage sonore, des choses comme ça, voilà, c'est vachement intéressant parce que effectivement ça nous ouvre à d'autres dimensions. Je crois qu'il faut que, il y a un côté curieux tout le temps qui est important d'avoir, quoi. Mais ça revient toujours, moi ça réactive à chaque fois cette même chose, effectivement. Qu'est-ce qu'on entretient du coup comme faire, comme agir, comme pratique avec le milieu environnant, quoi. Et comment est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Comment on fait avec ce qui est là? Comment on fait pour que ça reste aussi d'une certaine manière, alors pas que ça ne bouge pas, parce que de toute manière ce sera amené à bouger. Il ne s'agit pas de figer quelque chose. Voilà, il ne s'agit pas de figer, mais du coup comment on fait pour que ce soit vertueux, enfin qu'il y ait quelque chose, que ça nous nourrisse et qu'en même temps, que nous on ne soit pas en train de saccager ça pour que ça continue de nous nourrir. Qu'on garde les dynamiques du territoire, du paysage, de la nature et tout ça, qu'elles soient toujours possibles. Que la diversité qu'elle exprime, elle soit toujours là. Que les autres vivants qui l'habitent, ils gardent leur place, parce que c'est ça aussi. Parce qu'il y a nous, vivants humains, qui avons quand même un poids énorme dans les transformations de tous les espaces. Mais il faudrait peut-être qu'on vive ça aussi avec les autres vivants. Et il n'y a pas de raison que les autres vivants n'aient pas leur place. Et donc il y a tout un travail à trouver. Sachant que les autres vivants arrivent à s'adapter à beaucoup de choses, contrairement à ce qu'on pense. On a toujours l'idée, ce qu'on disait tout à l'heure, que l'animal sauvage, il faut qu'il soit loin des villes, mais non. Moi, c'est toujours cette expérience qu'a fait le FAPAS. Le FAPAS, c'est l'association pour l'ours dans les Asturies. Ouais. Et donc, quand il y a eu les premiers appareils photo automatiques, les choses comme ça, il y a l'université d'Oviedo qui et qui a mis ces appareils photo très loin dans la montagne. Ouais. Et le FAPAS avait mis les quelques-uns qu'il avait proches des villages. Ah oui. En gros, ils avaient 300 photos d'ours quand les autres en avaient 30. Parce que finalement, les ours, ils n'étaient pas si loin que ça de la vie humaine. Donc voilà. Donc effectivement, on a tout ce rapport à l'autre qu'il faut reconstruire quelque part. Et qu'il faut arrêter d'avoir cette coupure où on se dit, voilà, là c'est du cultivé, là c'est du... Mais non, l'animal, il passe même à travers le barbelé. Oui. Tu dis, il faut reconstruire. Il y a des choses qui sont... Où il faut renouveler, en tout cas. Oui, mais c'est intéressant. Ça veut dire que concrètement, il y a quelque chose qui s'est détruit, qui s'est cassé d'une certaine manière. Et qu'il faut, comme si on avait oublié ce rapport, quoi. C'est quelque chose qui s'est... Je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'est cassé. C'est quand même quelque chose qui s'est détruit, cassé, en particulier dans le monde occidental, dans la culture occidentale qui est aujourd'hui dominante. Plus particulièrement, on a fait de la nature un espace qu'on peut aller protéger, mais du coup, en la séparant de notre quotidien, de toutes les autres forces de l'humain, on en a fait un espace secondaire, fragile, et c'est notre puissance qui permet de la protéger, alors qu'on devrait travailler pour être avec. Oui, être dans une synergie plutôt que dans cette idée où on protège la nature comme on protège l'enfant, le petit enfant, ou voilà. Donc il faudrait changer d'approche. Moi, c'est toujours le mot conservation. Tu vois, ça m'a toujours marqué, c'est cette idée de mettre en conserve, en fait. Ouais, sous cloche. Voilà. Et là, mais du coup, on n'entretient plus rien avec, quoi. Et alors, ça peut être c'est conservé. Mais c'est conservé. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. C'est un peu, puisqu'on était parti sur ça, un peu les notions qu'on peut avoir des fois avec le patrimoine. Je suis historien, je peux être attaché aux vieilles pierres, je peux... Ouais. Mais moi, c'est cette notion de patrimoine souvent qui
qui est mise en avant, où tout devient un peu patrimoine, mais comme ça va bloquer toute évolution, comme si le patrimoine lui-même n'avait pas évolué. Si on réfléchit même au Louvre, quoi, à Paris, et quand si on commence à voir son histoire, on se rend compte que chaque roi quasiment a fait ses changements. Et là, on est à une tendance, parce que c'est patrimonial, à le bloquer, à le faire. Oui, alors qu'on est, on est le patrimoine de demain, Oui, en fait. Ça, et puis que ça évolue. c'est l'évolution. Moi, c'est aussi, dans certains villages, tu peux voir ça, enfin, au hameau, ces imbrications que tu vois, tu domines un peu, et tu vois les toits qui s'imbriquent, les choses comme ça, et tu te rends compte que ça a été rajouté de... Hop, on s'est un peu appuyé chez le voisin, on a... Voilà, et c'est super. Ouais, ça donne de la vie. Alors que là, si on est à dire, ouais, ça a été comme ça, il faut qu'on revienne comme ça... c'est pas intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce patrimoine-là, dans ce passé, parce qu'il y a plein de... Toi-même, du coup, tu le sais, parce qu'effectivement... Et du coup, c'est une base pour plein de choses. Mais effectivement, le côté figé ou le côté conservation fait que ça crée pas grand-chose pour aujourd'hui, quoi, pour vivre aujourd'hui. Enfin, on ne peut pas rester... on ne peut pas se scléroser sur le passé non plus. Figé, quoi. Et d'ailleurs, le patrimoine, enfin, ce qu'on dit là, j'ai peut-être jamais fait avant le lien, mais la notion qu'on devrait, la relation qu'on devrait avoir au patrimoine est un peu la même que celle qu'on doit avoir au sauvage ou à la nature. Enfin, employons après, ne battons pas sur les mots, on se comprend, je crois. C'est à vrai dire, conserver le patrimoine, c'est lui garder une dynamique qu'il faudrait. Ça faudrait vouloir dire ça, une dynamique de devenir. Ouais. Et que peut-être que les évolutions qu'on y met dessus, les changements, n'effacent pas complètement l'histoire ancienne, l'histoire qui raconte, parce que finalement ça raconte des histoires. Ah ben bien sûr, ça raconte plein de choses. Donc c'est ça qu'il faudra arriver à faire. Mais ça, t'es bien placé. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que par rapport, tu vois, moi, à mon métier, effectivement, quand je suis dans une maison et que je fais une rénovation, quelque chose comme ça, j'essaye de lire ce qu'elle raconte elle-même, enfin juste par les différents changements qu'il y a eu dedans et comprendre qu'est-ce qui a été, et souvent comprendre l'intelligence elle-même de la maison sur le moment. Bagnères s'est remplie en centre-ville de choses qui sont très intelligentes, et parce qu'aussi très adaptées au milieu à un moment ça a été construit. Et donc de s'appuyer dessus pour réadapter aussi à aujourd'hui, parfois en laissant presque tel quel. En changeant pas grand-chose, on arrive à faire en sorte que ce soit entretenu, que ça continue de vivre et qu'on continue d'y vivre sans ne rien toucher, sans ne rien faire, voilà. Alors il ne faut pas non plus tout péter, parce que parfois on le table rase, on casse tout. Là on a du patrimoine enfantin. Il y en a qui sont venus faire des cabanes. Ouais. Comme quoi le lieu est vraiment utilisé, joué. Ouais. Avec les vieilles branches. Avec des vieilles branches qui viennent des arbres. Qui viennent des arbres. Bel arbre là au-dessus. Oh, c'est pareil, les arbres, il faut m'expliquer, moi. T'expliquer quoi? Je sais pas, ce qui les arbres sont, quoi. Je disais ce matin, à des gens, je disais, voilà, moi, il y a les feuillus et les résineux, et voilà, grosso modo. Mais c'est pas avec moi, là il faut faire venir un naturaliste plus que moi. Après je pourrais te dire, tu sais, il y a les arbres qui disent qu'ils sont les êtres là. Ouais. Ils sont êtres. Ouais. Ceux qu'on veut nous couper de manière plus générale. Ah. On veut nous couper dans toutes les Pyrénées. On a prévu de couper des êtres? Des êtres, oui. Ah bon? En particulier, sur des grands projets. Et c'est pareil, là on est avec le projet donc, de l'usine Florian et tout ça qui est prévu sur Lannemezan et qui va surtout impacter toutes les forêts pyrénéennes. On est dans une idée où la nature est... c'est un minerai, quoi. Les arbres sont un minerai uniquement. On ne respecte pas... Enfin, on ne réfléchit pas à la vie de la forêt. Pour beaucoup, mais moi je me souviens de Philippe qui nous disait oui mais les arbres ils ont 50 ans, il faut les couper parce qu'il faut régénérer la forêt. Mais non, un être ça vit 400 ans à peu près. Il va se régénérer tout seul. Ouais. Mais c'est normal qu'ils disent ça parce que c'est ce qu'on apprend partout. Donc
effectivement, il y a tout ce rapport à la vie de la forêt, à tout ça, avec qu'il faudrait qu'on réfléchisse pour avoir, non pas pour arrêter que l'humain il aille prendre des arbres dans la forêt qu'on utilise plus, mais pour le prendre intelligemment, pour le prendre sans casser les dynamiques forestières propres de la vie de la forêt. Et c'est faisable. Maintenant, il commence à y avoir un certain nombre de structures, de projets qui montrent que c'est faisable. Donc, voilà. Sans tomber automatiquement dans comment dire, dans un blocage, enfin voilà. Mais c'est vrai que le projet tel qu'il est présenté de Florian, c'est vraiment couper et utiliser les arbres comme un minerai. En particulier les hêtres, mais bon, les chênes et puis le reste. Après, alors qu'on pourrait peut-être réfléchir, on sait bien qu'on a des manques sur les Pyrénées à plusieurs niveaux, sur de l'emploi local du hêtre et tout ça, et sur des filières locales. Il y a des endroits où ça se fait. Je crois que le Cantal, ils ont beaucoup plus de petites scieries qui font de l'emploi local et qui travaillent avec. Mais dans d'autres endroits, dans les Alpes, ils ont créé une filière comme ça aussi. C'est très désagréable de devoir prendre encore le modèle des Alpes. Culturellement, pour un Pyrénéen, il paraît que ça se fait pas. Mais ouais, et on a des porteurs de projets, des élus, une administration qui ne réfléchit pas à ça, qui prend le projet le pire qui soit, alors qu'on est en ce moment en train de dire partout la forêt il faut la préserver et tout ça. Ouais. On est dans une contradiction énorme. L'entretenir, enfin l'entretenir de manière donc durable. Donc trouver autre chose. Donc ouais, les arbres. Oui. Et le mot, enfin pour le coup là, je pense à ça, le mot durable, il prend tout son sens par rapport. On ne peut pas nier, effectivement, comme tu dis, la durée de vie d'un arbre, et que c'est longtemps, quoi. C'est du temps long, quoi. C'est du temps très long. Et quand on prévoit l'entretien d'une forêt ou quoi que ce soit, c'est très intéressant, on prévoit pour les générations d'après, en fait. Mais c'est le temps de la forêt. Prévoir pour une dizaine de générations d'après, presque. Oui, finalement. pour certaines choses. Oui, c'est ça, ouais. Et alors qu'on prévoit pour la génération d'après. Les gens se disent, je plante un arbre et dans 50 ans, on le coupe, quoi. Ouais. Et c'est fou de voir qu'effectivement, un projet, celui de la série Florian... le message, justement, par rapport aux générations futures, il est sans équivoque, quoi, finalement. C'est-à-dire, genre, schlac. Ah ben oui, quelque part, c'est nous dire, on va exploiter tout ça en 10, 15 ans, 20 ans. Enfin, on n'en sait rien, hein, mais allons-y, 10, 15 ans, 20 ans. Et après, qu'est-ce qu'il y aura derrière? En 10, 15 ans, 20 ans, les forêts vont pas s'être refaites, c'est sûr. Ouais. On le sait. Oui, c'est ça, quoi. Ouais. Voilà. Sans compter que c'est effectivement un projet comme ça. C'est exploiter des terrains qui aujourd'hui sont peu ou pas exploités. C'est créer des pistes forestières qui sont quand même des choses de dégâts dans les forêts et des ouvertures à d'autres pratiques qui sont embêtantes. C'est vraiment rechercher du bois dans des zones où on n'en cherche pas aujourd'hui. Donc des zones de tranquillité pour les animaux, pour les autres vivants. Est-ce qu'on a réellement besoin de tout ça? Pour un bois qui, en plus, alors si on est à parler de développement local, de tout ça, c'est un bois, on sait d'entrée qu'il va être transformé là, mais pour partir ailleurs. Il ne va pas servir à alimenter nos activités, nos besoins locaux. Ou pas plus que si on va acheter un meuble Ikea, quoi. Parce qu'il peut se retrouver dans un meuble Ikea. Mais, ouais. Voilà. On en fait de la pub là pour. Je sais pas si c'est de la pub. C'est la contre-pub. Ça existe la contre-pub? Je suis pas sûr. La contre-culture. Elle a bien été récupérée par le monde dominant. Donc moi je pense qu'il faut qu'on arrive à peut-être un peu partout d'ailleurs, et même par rapport à d'autres domaines, plutôt que de penser qu'il y a du bien, du mal tout le temps et tout ça, arriver qui est parti là, et avoir des discours, arriver à créer ces dynamiques, à faire ces interdépendances et à voir dans quel sens on va. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'objectifs, qu'il n'y a pas... Les objectifs par rapport à de la nature ou de l'environnement, c'est de garder, effectivement, on le sait, c'est garder les dynamiques. Et on sait que si on rase des forêts, on ne les garde pas. Oui. Et c'est pareil, j'ai envie de dire, moi, dans une ville, quelles que soient les relations sociales entre les gens, il y a au moins le but...
Ça serait de garder des dynamiques d'échange, des choses comme ça qui permettent de faire évoluer. Si on commence à créer des clans, des trucs qui se cassent tout le temps, on n'y arrive pas. Bah non, on n'y arrive pas. Non, mais c'est super intéressant parce que finalement, là, ce qu'on voit là, mais ça m'a toujours fasciné en arrivant ici. C'est cet endroit-là, Vallon de Salut, Zalé-Maintenon, arriver avec la ville, le côté interface avec la nature qui est assez dingue, et cette proximité-là, cette nécessité d'échange entre nous dans la ville et puis la nature sauvage un peu plus, d'une certaine manière, enfin avec ce qu'elle est aujourd'hui, effectivement c'est quelque part, comme tu dis, dans la ville on pourrait percevoir l'autre comme étant sauvage par rapport à nous-mêmes parce qu'étranger, parce que pas pareil, tout ça, et justement, il faut aussi, c'est quel est l'échange qu'on crée aussi là-dedans, c'est un exemple, d'une certaine manière, c'est un peu comme une métaphore de, appliquons aussi à nous-mêmes dans la ville, entre voisins, comme ceux qui font brûler, tu vois, appliquons en fait cette question de relation, d'échange, d'interface, pour dire, mais de parole en fait, tout simplement entre les uns avec les autres, parce qu'on est interdépendants. Ce qu'on disait au départ, c'est que c'est pareil. Alors, ouais, après ça peut prendre plus de temps pour construire des projets que si on arrive avec un projet, là ça y est, c'est moi je sais, je vous balance le projet, et ce qu'on a vu, moi j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on a essayé de dire quand on a fait les réunions sur le SCOT ou des choses comme ça. C'est dire, il faut construire les projets en amont, mais avec tout le monde. Et c'est pas en arrivant, là vous avez un truc, on est obligé, parce que vous nous arrivez avec quelque chose de déjà fini, de déjà construit, on est obligé de vous dire non. C'est pas qu'on a envie de vous dire non, c'est qu'on n'a pas le choix. Si on veut reparler d'autre chose, il faut qu'on vous bloque d'abord. Ouais. Donc on essaye de vous bloquer pour pouvoir parler, pour pouvoir construire autrement. C'est quand même un peu dans ça qu'on est trop souvent. Et alors que des fois, il suffirait de rien de dire en amont, on se met là, on lance ce projet, on ne sait pas, qu'est-ce que vous avez comme idée pour construire à tel endroit, là, il y a cette route, on en fait quoi? Qui c'est qui va y passer? Qui c'est qu'on va y mettre? Allez, dites-nous ça et on prend le temps. Ça va peut-être prendre 2 ans, mais si c'est derrière parce que tu arrives avec un projet où tu as tout mis, mais que derrière tu as 2 ans de procédure judiciaire parce que tu as les gens qui te disent non et que tu te retrouves à repartir à zéro, je sais pas où tu as gagné du temps. C'est clair. Non, et puis en plus, clairement aujourd'hui, il y a des méthodes pour ça, quoi. Je veux dire, la méthode de faire de ce qu'on appelle la co-construction, tout ça, tous les mots, participation, tout ça, bref, c'est énormément, il y a plein de mots pour ça, quoi. Mais en fait, aujourd'hui, on sait faire à l'échelle à la fois d'un collectif, on sait faire à l'échelle, même on va prendre une famille, on sait faire à l'échelle d'un collectif, on sait faire à l'échelle d'une ville, voire même d'un département, en fait, on sait finalement co-construire. Et puis il y a des gens qui sont formés pour ça. Et donc il y a le pli est pris à plein d'endroits. Moi je suis assez confiant à ce niveau-là, d'une certaine manière. Mais voilà, il faut encore, on est encore aujourd'hui à avoir envie de dire ça, on va dire non mais en amont quoi, parce que comme tu dis, on gagne du temps quoi. Moi, je pense qu'à la longueur, on gagne du temps. Ouais. Si on commence à regarder le développement sur un temps, le développement sur un temps plus long, et non pas, tiens, je l'ai balancé là, on a commencé à mettre la première pierre là. Non, on gagne du temps. Ouais. Et puis on gagne de l'argent. D'une certaine manière. Moi, je vois sur certains projets, maîtrise de public ou quoi que ce soit, si jamais tu n'as pas un bon travail de terrain, mais vraiment de terrain en termes sociologiques, quoi, qui est fait en amont, où tu as de l'observation, où tu as des échanges, où si tu peux apprendre, organiser des réunions, trucs comme ça, avec les gens qui sont concernés, le jour du chantier, quand tu arrives dans le projet, moi j'en ai fait comme ça des expériences où ça fout le bordel, et parfois au-delà de ce qu'on pensait par rapport juste à un petit projet, on pensait sur une petite place, une petite rue, un petit machin, et en fait ça fout le bordel. Parce que il y a des habitants qui arrivent, tout ça, et qui disent mais non, c'est pas là ça va pas, là pour nous ça va pas. Bref. Bon, c'est un gros chantier qu'on a à faire. Il faut changer, et voilà, il faut changer des, il faut changer des trucs, et du coup, et c'est pour ça que je disais, tu perds de l'argent, parce que oui, on n'avait pas vu ça, donc on va changer, on va remettre ça, on va refaire ça, mais prendre le temps au départ, quoi. Prendre le temps de contempler, de se balader, c'est quand même ce que... Oui, de prendre le temps des fois d'aller dans les endroits, même à pied, parce que c'est ce que font rarement les gens qui portent les projets. Il y a quand même souvent une distance par rapport au projet. Ça arrive, ouais. Ils y sont allés, mais ils sont allés juste dans l'optique de construire le projet. Ils sont allés pour voir, on va faire le tracé là et tout ça, et pas pour le vivre, l'espace.
Ils y sont pas allés, puis ils rencontrent ou moins. Et ça, mais c'est aussi, enfin, c'est même pas, enfin, et puis c'est parce que c'est organisé comme ça. C'est-à-dire que c'est la question, pareil, du temps qui est donné à ça, à ces moments de terrain, d'analyse, et voire même, en fait, l'importance de ça. C'est-à-dire que, moi, concrètement, pour ma part, ça devrait être tout le temps là. Sur tout le temps d'un projet, il faudrait toujours des allers-retours avec le milieu, avec ce qui est autour de nous, avec cette interface, avec ça a changé, je suis pas venu là depuis longtemps. Je remarque. Comment ça a changé, quoi? Qu'est-ce qui a changé? Ah tiens, il y a ça. Ah, l'arbre là il est tombé, ah ouais, c'est pas pareil. Enfin, mais c'est dans tous les types de projets, c'est comme ça, quoi. Et comme tu dis, on peut pas, si on parcourt pas, si on n'est pas là, présent dans n'importe quel truc. Puis si on n'écoute pas les gens qui y sont. Oui. Ce qui veut pas dire qu'ils ont nécessairement raison en plus. Non, bah non. Mais oui, écouter, c'est important. Mais c'est ils parlent de là où ils parlent en fait, c'est-à-dire de leur point de vue, tout ça, et c'est très important pour prendre la température de ce qui se passe à un endroit. C'est ce que je te disais, il y a un gros chantier à faire. Mais bon, c'est ça, ouais. Après, c'est toutes les structures politiques, administratives qui sont à changer. Quand tu vois comment, pour revenir à des réalités qu'on vit tous les jours, hein, que ce soit à Gerde ou ailleurs, le pouvoir que peut avoir une personne parce qu'elle est maire, ou comme ça, mais c'est même pas elle qui est en cause. C'est que toute la construction de ce qu'est un maire est construite comme ça, quoi. Et c'est tous les pouvoirs qu'il a d'entrée. Donc effectivement, quelque part, c'est lui qui décide, qui fait, mais c'est ce qu'on lui demande. Donc il répond. S'il ne fait pas, lui, le pas de côté, si c'est pas une personne qui a réfléchi à ça et qui fait le pas de côté, ben elle respecte les engagements qu'elle a à faire. Et on se retrouve avec ces choses autoritaires, avec ces formes de conflits qu'on a trop souvent et qu'on ne cherche pas nécessairement. Mais c'est parce que c'est la structure, effectivement, qui pose problème. C'est la structure de tout ça. Comme on disait tout à l'heure sur en termes d'urbanisme, les terres agricoles, le fait qu'on réduise ou quoi que ce soit. Mais c'est pareil, en fait, c'est la structure de ces PLU ou quoi que ce soit qui est à revoir parce qu'elle ne prend pas en compte l'interface, vraiment, enfin voilà, c'est pas dans le logiciel de cette manière-là. C'est un peu, mais bon, voilà, je tire à gros traits, quoi. Oui, non, mais à gros traits. C'est pareil au niveau, effectivement, dans une collectivité, tout ça, les élus ou quoi que ce soit, c'est pas tant les personnes, absolument pas d'ailleurs. Enfin, moi, aucun problème. C'est effectivement, c'est que c'est organisé d'une manière qui fait qu'on en arrive à des blocages. Ces blocages ou des choses comme ça. Plutôt que de chercher les dynamiques qui peuvent, même quand on a des oppositions, on peut avoir des dynamiques qui peuvent nous permettre d'avancer sans bloquer les autres de venir ou des choses comme ça. C'est ça qu'il faut rechercher le plus souvent. Oui, non, et puis les oppositions en plus sont... je pense qu'elles sont... Enfin, d'une certaine manière, c'est enrichissant. Ça, si on était tous à... On peut pas se dire on va tous être pareil. Enfin, c'est-à-dire que c'est aussi un truc où on n'est pas forcément d'accord et c'est de là que... Enfin, c'est ça, la société, elle est comme ça, quoi. Oui, on peut pas tous penser pareil, quoi. Mais en plus, j'ai envie de te dire, tu veux connaître un sujet, bon, on va regarder ce qu'est la littérature des opposants d'abord, si tu connais pas, parce que souvent, elle est plus riche que celle des tenants du projet, enfin du pouvoir. Parce qu'effectivement, ils sont souvent obligés, parce que tu es opposant ou tu es comme ça, tu es obligé de répondre déjà aux questions des autres. Donc tu es obligé de fouiller, ce que ne fait pas celui qui a la parole autorisée. Et très facilement. Mais je te dis ça, moi c'est quelque chose que j'ai découvert quand je me suis beaucoup occupé des objecteurs, que j'ai travaillé sur l'antimilitarisme. Bah, c'est vrai que pour savoir, je veux dire, j'ai beaucoup plus appris sur l'histoire même du service militaire ou de choses comme ça, en lisant les livres des antimilitaristes, enfin, qui avaient fait des recherches, mais avec cette option comme ça, que souvent sur des livres, il y a des choses qui allaient de soi et qu'on ne questionne pas quand on est du bon côté. Et ce qu'il y a d'intéressant avec souvent les opposants, c'est qu'ils vont questionner la chose qui va de soi, beaucoup plus facilement, puisque c'est un peu leur crânerie. Et du coup, ils t'amènent des questions que tu n'as pas. Et ça, c'est trop oublié. Ils sont toujours vécus comme l'emmerdeur, mais non, c'est peut-être là qu'il y a la bonne question. Il y a plein de choses qu'on fait parce que ça se fait, et si on y réfléchit, mais pourquoi ça se fait, quoi. Ouais.
Pour ça, les notions de tradition sont aussi, un peu comme les notions de patrimoine, de conservation, c'est vachement à rediscuter. Heureusement qu'on ne respecte pas toutes les traditions, parce qu'il y en avait un certain nombre, moi j'ai pas envie. Laquelle, par exemple? Voilà, on avait la tradition de couper le cou aux gens, ça me plaît pas. C'était une tradition à une époque. Hein, ou de, voilà. Enfin, tu peux en trouver, mais voilà. Ouais. Donc ouais, c'est bien d'aller rechercher dans les sujets. Effectivement, c'est bien d'aller rechercher les endroits, enfin les documents, les personnes, les trucs qui questionnent ce qui va de soi, quoi. Enfin, pour moi, c'est souvent ce que je fais. Et c'est souvent comme ça que je fonctionne. C'est peut-être pour ça que je suis perçu un peu comme un emmerdeur. Ah ouais. Moi, j'apprends à te connaître, là. Hein, tu vois, moi, j'aime bien. On est parti tout à l'heure sur un truc. Et je crois que c'est ça la marche aussi. Enfin, tu vois, on parle de quelque chose. J'essaye de refaire le chemin qu'on a fait, tu vois. On est parti d'un point A à un point B. Enfin, on arrive là à un point B, on arrive peut-être où, je sais pas. On va faire la boucle. On va faire la boucle, carrément. La boucle, c'est le titre d'un roman de Jacques Roubaud. Ah. C'est un titre d'un roman de Jacques Roubaud que j'ai lu il y a longtemps et que j'avais mis volontairement parce que c'était la boucle dans les biographies, alors qu'il n'a aucun rapport, dans la bibliographie de ma thèse. Parce que justement, c'était pensé en boucle et tout ça. Que d'ailleurs, on m'avait reproché quand j'avais présenté que c'était très en boucle. Mais oui, c'était volontaire. Donc la boucle, voilà, peut-être qu'on a bouclé la boucle. Non, on a bouclé quelque chose, ouais. Et on voit, on a le chantier derrière. J'ai absolument pas compris. On nous glisse à l'oreille quelque chose. Le salon du livre. Ah, on peut terminer sur le salon du livre. On parle de livre, le salon du livre. Et qu'est-ce qu'on pourrait... Et qu'est-ce qu'on... Et ben voilà. Hein, ça va être notre oblique pour sortir de la boucle. C'est pareil. Moi, j'ai envie de dire, ouais, c'est... Mais non, on va peut-être y revenir dans la boucle. Le salon du livre pyrénéen. Enfin, moi, je ne suis pas du tout à l'origine, soyons clairs, hein, je ne fais pas partie des gens qui ont monté le projet, quoi que ce soit. C'est vrai que depuis quelques années, notre idée, c'est d'avoir du pyrénéen, quelque chose qui nous permet de s'ouvrir vers de ce rapport entre le lieu où on est, mais là, c'est un lieu plus large, c'est le massif, donc ce lieu où on est et où on vit, et s'ouvrir vers autre chose, faire les ponts. Et c'est vrai que si vous regardez un peu les prix qu'on a donnés ou des choses comme ça, c'est un peu ça qui peut transparaître. Et même dans les projets qu'on a de rencontres, sur le salon de cette année, on a des projets qui vont effectivement peut-être nous faire parler de choses qui ne sont pas que pyrénéennes. Donc qui ont aussi leur réalité pyrénéenne, mais qu'on peut comparer à autre chose. Mais c'est ce qu'on avait un peu fait quand même l'an dernier en invitant Pascal Desmichel pour parler de trains, de choses comme ça. Ouais. On l'avait aussi invité parce que dans notre tête, il était aussi sur les questions de trains sur le Massif central. Parce qu'il a beaucoup écrit sur les trains dans le Massif central. Ouais. Aujourd'hui, sur les petites lignes qui existent encore et choses comme ça. Donc effectivement, je pense que Salon du Livre Pyrénées, c'est parti, je pense, sur un projet qui est à l'origine le pyrénéisme, c'est-à-dire qui pour moi est un truc qui n'existe pas à part si c'est bibliophilique. Qui est effectivement le livre qui traite des Pyrénées et tout ça, mais souvent avec une vision de plus en plus liée à l'activité loisirs, sport, montagne, alpinisme, choses comme ça. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans le côté pyrénéen, à savoir qu'on peut aussi bien parler de politique, de l'irrédentisme basque ou catalan, et qu'on a envie d'être ouvert à tout ça. C'est vrai qu'on va chercher pour les prix du livre pyrénéen, on va chercher des livres, je pense, qui auront difficilement des prix à l'Harmattan, qui traitent de trucs un peu ardus, de la politique catalane ou de choses comme ça. Et je crois que c'est important. Donc voilà. Après, je ne sais pas ce qu'on peut en dire, mais je pense que c'est ça l'ouverture. Je crois qu'il ne faut pas le vivre comme quelque chose. Je pense que c'est trop vécu, et même par des gens proches de Bagnères, dans le milieu culturel et tout ça, comme quelque chose qui se ferme sur soi, alors qu'en réalité, je pense qu'on est vachement plus ouvert, qu'on en donne l'image. Et d'ailleurs, c'est des réactions de quelques personnes qu'on a invitées l'an dernier, ou comme ça, qui ont dit « Ah ouais, mais j'imaginais pas que c'était ça !» C'est ce que j'allais dire. Moi, la première fois, quand j'étais venu faire la scénographie, je
je m'étais dit au départ, bon, bah, allez, salon du livre pyrénéen, bon, je connais pas, quoi. Mais j'ai été surpris, en fait, de voir, ah ouais, ah oui, d'accord, c'est pas du tout, c'est vachement plus large que ce que je pensais. Et ouais, et c'est vrai que c'est très intéressant, quoi. Il y a plein d'entrées et plein de sorties, en fait, aussi. Et ouais, et puis je veux dire, les problèmes dont on a parlé, que ce soit les problèmes de relation aux éléments naturels, à la nature, aux sauvages et tout ça, ils sont ici, mais c'est les mêmes ailleurs. Et c'est vrai que, bon, on a dans la tête, on ne le fera pas cette année, donc je vais en parler beaucoup plus tranquillement, mais effectivement, on a dans la tête, on s'était dit, on va faire peut-être quelque chose sur la relation à la nature, mais vu que l'an dernier, ou il y a 2 ans, on avait déjà quelque chose sur l'ours et tout ça, on s'est dit, bon, on va changer, on va pas faire. Mais ce rapport à la nature, effectivement, et donc, inviter que ce soit des Vinciane Desprez, Baptiste Morisot, des choses comme ça, pour justement parler de ça. Ils n'ont pas écrit Pyrénéen, et pourtant, ce qu'ils ont écrit nous nourrit, enfin, moi, me nourrit énormément. Ouais, ouais. Non, et puis du coup, c'est aussi, bah, comme tu dis, c'est pyrénéen, ok, machin, mais il y a effectivement une relation locale à quelque chose d'universel, quoi, qui est cette chose-là, la relation sauvage, la relation à ce qu'on ne connaît pas, à ce qu'on n'explique pas parfois aussi, d'une certaine manière, c'est cette relation à l'autre, quoi. Mais ça, du coup, c'est... du coup, même si on est effectivement là, dans le local ou le pyrénéen, mais c'est effectivement... c'est partout, quoi, dans le monde entier, et dans tellement de cadres... possible, quoi. Ouais. Il faut aller au salon du livre. Il faut aller au salon du livre, hein, ouais, on va le dire comme ça. On est vraiment en train de le préparer, là, il faut quand même être clair. Le salon du livre, l'équipe qui s'en occupe, donc moi quand je travaille maintenant, j'étais président. Au départ, j'étais membre du jury dans le salon du livre. Un peu pas la première année, dès la 2e année. Et l'année où je voulais arrêter, je m'étais dit, c'est la dernière année, je suis devenu président. C'était très mauvais parce que du coup, j'ai pas arrêté. Ah non. Et c'est vrai, bon, là maintenant, je suis plus au jury, ça c'est bien. Je suis salarié maintenant, donc je fais fonctionner les choses un peu pareil, mais voilà, c'est une autre équipe, c'est pas la présidente, c'est pas quelqu'un de fantoche. Enfin, je veux dire, c'est pas un arrangement, c'est vraiment quelque chose qui elle donne sa marque et tout ça. Et on travaille bien ensemble. Et effectivement, là, on est en train de le préparer, avec peut-être des surprises. Mais ça, j'annonce pas les surprises encore. Des surprises de lieu. Mais sans compter qu'on est quand même dans une période où préparer quoi que ce soit, il faut quand même le dire, c'est qu'on est toujours à préparer avec l'idée que ce qu'on prépare ne pourra pas avoir lieu, comme on le veut, comme on le prépare. Tout d'un coup, on va nous dire non, mais d'habitude, il faut que vous laissiez 2 mètres. Mais non, mais là, comme c'est Covid, en même temps, on a décidé que c'était 4 mètres. Et du coup, ton espace, il change tout, quoi. Ouais. Parce que si tu dois laisser 4 mètres, tu ne mettras pas autant d'exposants. Donc il faudra que tu sélectionnes, Enfin, je prends un exemple, j'en sais rien, mais ça peut être plein de choses comme ça. Donc on est à préparer avec mais comme tous les organisateurs actuellement, mais ça, je peux quand même le dire, quoi. Enfin, je pense que sur la culture, on est tous avec ça. On est vraiment en train de préparer avec cette épée de Damoclès qui nous pend tout le temps au nez, où on n'a aucune visibilité. Personne n'est capable de nous dire comment on va être mangé en octobre, comment on va être mangé en juin, comment on va être mangé en juillet. Enfin, je peux les prendre dans le désordre. Et voilà, on est à se dire, voilà, on construit un programme, on construit un truc, on cherche un lieu parce que c'est pas simple. Voilà, notre lieu n'est pas complètement arrêté aujourd'hui. Mais c'est vrai que parce que l'expérience d'un dernier à la Logrin nous a plu aussi, mais même si c'est une expérience par défaut, elle avait plein d'intérêt. L'idée d'avoir un rapport plus étroit avec la ville de Bagnères est importante. C'est vrai qu'on a envie de développer aussi d'autres activités. Bon, l'an dernier, ça s'est vu aussi avec la lecture théâtralisée d'Avec peu de bagages. Là, on aimerait arriver à faire monter la pièce cette année. Enfin, voilà. Donc il y a une ouverture aussi de l'activité. Mais c'est vrai qu'on est aussi avec, comme toutes nos organisations culturelles, on est avec ce truc où on ne sait même pas, non pas demain de quoi ça sera fait, mais même très près de demain, on n'a aucune visibilité. On se dit, voilà, on va tout organiser, puis 15 jours avant, on va nous dire, on reconfine, quoi. Comme un peu, on y a échappé à 3 semaines près. Hein. Ouais. C'était chaud. Ouais. Alors, il suffisait de rien, en nous reconfinant, on avait tout prêt, on arrêtait, quoi. Ouais, il y a un suspens assez particulier. Ouais. Et on est toujours dans la même situation, qu'on le veuille ou non. Voilà. Moi, tu m'as cassé là. Je t'ai cassé. Je sais pas comment rebondir là-dessus.
Est-ce qu'il faut rebondir? Est-ce qu'on peut arrêter? On peut aussi effectivement s'arrêter là. Avant que notre caméraman tombe. Ah, c'est ça la nature, hein, c'est les chemins accidentés, voilà. La boucle est presque bouclée. Bon, eh bien on va aller... on va courir dans les On va terminer au cairn. Hein? On va terminer au cairn. Effectivement. Ah, moi je peux pas aller plus loin, je suis désolé. Je suis retenu par la voilà. nature. Quatre forces Ah, majeures, c'était là. trop mag. Bon, maintenant il ne nous reste plus qu'à retourner à notre point de départ, tranquillement. C'est ça. Ouais. C'est beau ces fleurs blanches. Mais tu vois, je ne saurais pas dire ce que c'est. C'est cerisier, enfin merisier. Enfin, Je vais essayer de retenir maintenant. fleurs blanches, en ce moment, c'est un peu avant. C'est avant que les arbres fassent les feuilles. T'as dans les forêts, tu as les fleurs blanches qui apparaissent. Tu as tous les arbres, ils n'ont pas de feuilles encore. Et tu as juste les fleurs blanches. C'est génial. T'as jamais fait gaffe? Non. Et du coup, tu vois dans les forêts que ouais, là, ah ouais. Il y a des merisiers. Ah là, il y a des merisiers, là, il y a des merisiers. Moi, j'adore.